Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de ce journal, à Sédhiou, chute mortelle d'un bébé de 15 mois dans le bras du fleuve qui relie Tanaff à Bagnères. Elle est tombée du haut du pont qui surplombe le cours d'eau vers les coups de 14h. Elle était avec sa grande sœur. La coalition And Devarat Chambre de commerce et le collectif des élus réclament un audit interne de l'établissement avant la mise en œuvre des réformes annoncées par le chef de l'État. Ils exigent la tenue d'élections avant décembre face à la gestion de l'actuel président. À Saint-Louis, les étudiants de l'UGB ont suspendu ce vendredi leur mot d'ordre de grève, mais poursuivent la bataille autrement. Ils rejettent toujours le plan de reprise graduelle des enseignements proposés par les autorités. Ils annoncent avoir entamé ce vendredi une marche pacifique de Saint-Louis à Dakar, plus précisément au siège du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ces étudiants n'excluent pas une grève de la faim. En Centrafrique, les ex-présidents ennemis Bozizé et Djotodia se sont rencontrés ce vendredi. Une entrevue d'une demi-heure qui survient alors que la rumeur d'un report de l'élection présidentielle prévue dans moins de 4 mois se fait insistante. Le contradictoire et Info Santé complète cette édition mise en onde par Hassan Choun. Marie-Rosalie Ndiaye. Chute mortelle d'une fille de 15 mois dans le bras du fleuve qui relie Tanaff à Bagnères, c'est à Sédhiou. La victime était avec sa grande sœur ce vendredi au moment de la prière de 14h quand elle est tombée du haut du pont qui surplombe le cours d'eau. Autorités administratives, forces de défense et de sécurité ainsi que la population générale se sont mobilisées, mais le corps a été finalement repêché sans vie. Voici au micro de Moussa Tramé les explications d'Ousmane Sané, le sous-préfet de Simbandi Brassou. Une noyade au niveau du pont de Bagnères, le pont qui est à cheval entre Bagnères et Tanaff. Une petite fille d'environ 15 mois était avec sa sœur. Elle est tombée dans les eaux, la petite fille de 15 ans. Et finalement, c'est comme ça. Donc, il y a eu les eaux qui circulaient sous le pont. L'enfant est resté. Aussitôt alerté, nous nous sommes rendus sur les lieux avec la gendarmerie et également j'ai appelé les sapeurs. Mais au même moment aussi, la population s'est mobilisée. Ils sont entrés dans le bras de fleuve. Heureusement, c'est pas un bras de fleuve très profond. Et je rappelle que c'est vers les environs de 14h, au moment où pratiquement tout le monde était à la mosquée pour les besoins de la prière du vendredi. À Bagnères, les gens étaient obligés d'arrêter la prière pour essayer de voir dans quelle mesure on pouvait sauver. Une vingtaine de minutes ou un peu plus de recherche, finalement, on a retrouvé l'enfant avec un corps sans vie. C'est pour dire qu'encore une fois, en ces périodes de forte pluie, nous demandons aux populations, aux parents surtout, de surveiller les enfants. Il n'a pas plu le matin, mais vous savez, les eaux d'hier continuent toujours à circuler, donc il faudrait que les parents veillent encore davantage sur les enfants, surtout dans les points d'eau, tels que les ponts, tels que les bras de fleuve, tels que les rizières qui sont aujourd'hui pleines. Des choses regrettables. Une petite fille de 15 mois qui vient d'être perdue comme ça, par la négligence des parents. Maintenant, la gendarmerie s'est occupée du constat en relation avec le procureur. Il va falloir continuer encore à sensibiliser les nations par rapport à ça. Voilà donc la réaction d'Ousmane Sané, le sous-préfet de Simbandi Brassou, après la chute mortelle d'une fille de 15 mois dans le bras du fleuve qui relie Tanaff à Bagnères. C'est à Sédhiou. La victime était avec sa grande sœur ce vendredi au moment de la prière de 14h quand elle est tombée du haut du pont qui surplombe le cours d'eau. Un audit interne doit être fait au sein de la Chambre de commerce de Dakar avant les réformes instruites par le chef de l'État. La gestion est décriée par la coalition And Devarat Chambre de commerce et le collectif des élus de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar pour la transparence. Ils se sont réunis à travers une conférence de presse, un compte rendu d'Aïssatou Gueiba. Une décision du chef de l'État de vouloir réformer la Chambre de commerce, bien accueillie par la coalition And Devarat Chambre de commerce et le collectif des élus, mais la gestion est déplorée dans ce secteur. Plusieurs personnes et travailleurs cités comme étant non éligibles dans les fonctions qu'on leur a attribuées. Birani Ayawan, coordinateur du collectif. Et ça fait 10 ans que ces gens-là, qui n'ont même pas le profil requis pour occuper ces différents postes au niveau de l'institution consulaire, siègent au niveau de la Chambre de commerce. Les instructions du chef de l'État doivent être respectées. Les réformes engagées, le ministre du Commerce, Aminata Somdiata, est ainsi donc interpellé. C'est pourquoi nous réitérons notre demande à Madame le ministre du Commerce pour que vraiment, dans les délais les meilleurs, qu'on puisse aujourd'hui procéder
à ces instructions, qu'on puisse quand même donner corps aux instructions du chef de l'État en mettant en place une structure provisoire. La gestion du président de la Chambre de commerce de Dakar, Abdoulaye Sow, étant décriée, les élections doivent être organisées au plus tard en décembre, martèle-t-il. À Saint-Louis, les étudiants de l'université Gaston Berger ont décidé de suspendre ce vendredi leur mot d'ordre de grève, mais maintiennent leur plan d'action en luttant autrement. Ils ont ainsi entamé une marche pacifique de l'UGB au ministère de l'Enseignement supérieur à Dakar. Ils menacent d'observer une grève de la faim si jamais la tutelle refusait de les écouter. Voici Omar Chérif Diallo, président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis avec Yves Tendeng. Donc pour rappel, depuis quelque temps, les enseignements devaient commencer à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Mais vous l'aurez constaté, jusqu'à aujourd'hui, les enseignements n'ont pas repris. Parce qu'un plan de reprise graduelle a été proposé par l'administration et que les étudiants avaient rejeté. Nous croyons fermement et nous continuons à croire fermement que ce plan de reprise ne tient pas, n'est pas réaliste et n'est pas réalisable à l'UGB. Un plan de reprise qui propose un semestre au lieu de 14 semaines qui va devoir être fait en 4 semaines, je pense que c'est absurde et c'est ridicule. Nous n'allons pas accepter d'être le bouc émissaire du sacrifice de notre communauté que nous représentons. Les autorités n'invalideront pas l'année à l'UGB à cause des étudiants. S'ils n'ont pas le courage de décréter une année invalide à l'UGB, qu'ils aient le courage en tout cas de dire la vérité. Et la vérité aujourd'hui, c'est que ce plan de reprise graduelle, vous pouvez le consulter, n'est pas réaliste, n'est pas réalisable. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de lutter autrement. Nous l'avions dit, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre, mais nous sommes des réalistes déterminés. Déterminés, comme nous l'avions dit dans le passé, à user de tous les moyens pacifiques afin en tout cas de faire revenir l'administration à sa raison. Mais aujourd'hui, nous l'aurons compris. Nous avons usé de tous les moyens pacifiques. L'administration est restée sur sa position et menace d'invalider l'année. Aujourd'hui, nous avons suspendu ce mot d'ordre pour permettre à ces étudiants qui sont dans la première cohorte, qui font partie aussi de la proposition que nous avons donnée, de retourner vers les amphithéâtres. Et à côté de cela, nous allons entamer aujourd'hui une marche pacifique jusqu'aux locaux du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à Dakar. Parce que les autorités internes locales ont décidé de ne pas dialoguer avec nous. Nous allons amener notre proposition sur laquelle nous croyons fermement jusqu'aux locaux du ministère de l'Enseignement supérieur. Et si cette autorité décide aussi de ne pas dialoguer avec nous, nous n'hésiterons pas à mener une grève de faim sur place jusqu'à ce que notre proposition soit entendue. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable était ce vendredi à Saint-Louis où il a magnifié les travaux de bornage et de pancartage des 7 forêts classées de la zone d'intervention du projet de développement inclusif et durable de l'agrobusiness au Sénégal, PEDIDAS. Abdou Karim Sall y a invité les responsables de ce projet à étendre leurs activités à d'autres régions dans le cadre de la sécurisation du foncier. Les détails avec Yves Tendeng. D'un montant de 78 millions de francs CFA et sur financement de la Banque mondiale et le Fonds pour l'environnement mondial, les activités de bornage et de pancartage des 7 forêts classées de la région de Saint-Louis visent entre autres le renforcement de la sécurisation du foncier, mais aussi la restauration des domaines classés. Une manière d'atténuer les effets néfastes des aménagements hydro-agricoles sur l'environnement et les ressources naturelles. Ndeye Kourambey Diop est la coordonnatrice du PEDIDAS, projet de développement inclusif et durable de l'agrobusiness au Sénégal. Globalement, dans la région de Saint-Louis, nous avons 7 forêts classées qui ont été délimitées pour une superficie de 10 200 hectares. Et c'est important de procéder à cette délimitation parce que c'est une zone vraiment qui est très prisée par rapport à l'agrobusiness. Et donc c'est important que l'exploitation agricole puisse savoir quelles sont les limites de la forêt et jusqu'où on peut aller. Des activités qui entrent en étroite ligne avec les objectifs du ministère de l'Environnement et du Développement durable, de l'avis du ministre Abdou Karim Sall en visite dans la région nord. L'objectif c'est quoi? C'est d'avoir une exhaustivité des limites des forêts classées dont dispose le Sénégal. Vous savez très bien que les forêts sont classées depuis avant les indépendances. Ce qui veut dire qu'il y a énormément d'empiètement. D'empiètement en termes d'habitation, d'empiètement en termes de terres de culture. Et donc c'est important, si le président lance un programme aussi important que le PSE vert, qu'on s'arrête et qu'on fasse le point sur ce que nous disposons en termes de patrimoine classé. C'est la raison pour laquelle ce travail est engagé et je pense qu'on va demander à PEDIDAS, ici de manière officielle, d'étendre son périmètre d'intervention. Pour rappel, le suivi journalier de ces différents travaux est assuré par l'inspection régionale des eaux et forêts en collaboration avec les communes cibles ainsi que les associations intervillageoises. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM.
Auparavant, le ministre Abdou Karim Sall s'est rendu à la mosquée Mouride de Saint-Louis où il y a planté quelques arbres ombragés. Il en a profité pour inviter la jeunesse à s'engager dans cette cause en ce moment où il n'y a plus de navétane à cause de la Covid-19. Il annonce aussi le démarrage ce samedi de la plantation des arbres sur tout le long de l'autoroute à péage. Ces propos sont recueillis par Yves Tendeng. Après l'étape de Ndioum d'hier et de Gamadi, nous sommes ce matin ici à Saint-Louis, dans le cadre bien entendu des activités de reboisement que nous avons inscrits cette année dans l'agenda de la période hivernale. Je pense que ce que nous venons de faire tout de suite est quand même très symbolique. Nous venons de planter des arbres ombragés à l'intérieur de la grande mosquée Mouride de Saint-Louis. Et c'est le lieu de féliciter toute la jeunesse qui nous accompagne dans le cadre bien entendu de l'exécution de ce programme ambitieux du chef de l'État, le PSE vert. Tout à l'heure, nous allons continuer à Rao, à Louga, pour bien sûr procéder de la même manière à des plantations symboliques dans le cadre de cette activité qui a débuté bien sûr avec la journée de l'arbre du 9 août où le chef de l'État avait planté de manière symbolique un arbre. Et je pense qu'il a réitéré son geste la semaine dernière en plantant un arbre ombragé à l'intérieur du palais de la République. Et je pense que c'est le geste qu'il faut répéter partout, devant les maisons, dans les grandes artères, mais également dans les axes routiers. Demain, Inch'Allah, je pense que vous avez l'information, nous serons à Touba pour débuter le reboisement de l'axe de l'autoroute Ila Touba, de Dakar à Touba. Donc c'est une action de grande envergure où je serai avec mes deux collègues des collectivités territoriales, des transports et l'ensemble des maires dont les communes sont traversées par l'autoroute Ila Touba. L'objectif, Inch'Allah, sera atteint, qui est de 20 000 plants avant la fin de l'hivernage. Voilà donc une rectification sur cette activité annoncée par le ministre Abdou Karim Sall. Il annonce le démarrage ce samedi de la plantation des arbres sur le long de l'autoroute Ila Touba, non à péage. Dakar abrite depuis ce matin et jusqu'à demain un séminaire de formation des personnes atteintes d'albinos sur les droits d'accès à la santé, aux services sociaux de base et à l'emploi. L'objectif est d'essayer d'apporter une solution à la question de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes atteintes d'albinisme. Voici les explications de Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, avec Ismaël Marcel Koli. C'est un atelier de formation de 2 jours qu'Amnesty co-organise avec l'association Handicap Forme Éduc, qui est dirigée par notre frère Omar Diop. Cet atelier, c'est le 3e du genre, après celui de Sédhiou et Tambacounda. Celui-ci est un atelier vraiment thématique parce qu'il vise uniquement une catégorie particulière des personnes handicapées, les personnes atteintes d'albinisme. Pourquoi les personnes atteintes d'albinisme? Parce que nos entretiens avec les leaders des associations, soit l'ANAS ou la Fédération, nous ont montré que, et aussi là, ce que nous constatons dans la société tous les jours, que cette catégorie est confrontée à d'énormes difficultés du point de vue de la prise en charge sanitaire. Ils ont besoin d'un suivi médical spécifique. Ils ont besoin de certains produits spécifiques pour pouvoir être en bonne santé. Malheureusement, de ce point de vue, il y a des déficiences en matière de prise en charge. Et Amnesty compte s'impliquer aux côtés de ces associations-là pour essayer d'apporter une solution à la question de la prise en charge sanitaire des personnes atteintes d'albinisme. Le combat n'est pas aussi simplement un combat sanitaire, c'est aussi un combat social. Vous savez que dans nos sociétés, les personnes atteintes d'albinisme sont victimes de beaucoup de préjugés. Et faire en sorte que la condition génétique soit bien connue, que les préjugés puissent disparaître. Nous appelons vraiment l'État du Sénégal à faire en sorte que la prise en charge médicale, quelle que soit la pathologie dont une personne atteinte d'albinisme est victime, que ce soit une pathologie oculaire, une pathologie dermatologique comme les cancers de la peau, il faut que les soins à ces personnes soient des soins gratuits. À défaut de rendre gratuits les crèmes solaires, n'est-ce pas, il faut les subventionner pour qu'ils deviennent un produit social comme l'insuline qui aujourd'hui est accessible à toutes les personnes qui souffrent de diabète. Nous voulons également lancer un appel à l'État du Sénégal pour que notre système judiciaire soit intraitable par rapport aux personnes qui commettent des violences contre les albinos. Nous appelons enfin l'État du Sénégal à ratifier le protocole facultatif à la Convention des Nations Unies pour les personnes handicapées. Sud International. L'ex-président centrafricain François Bozizé est celui qui l'a renversé en 2013, Michel Djotodia, un putsch qui déclencha une sanglante guerre civile
perdurant aujourd'hui se sont brièvement rencontrés ce vendredi à Bangui, rapporte un journaliste de l'AFP. Cette entrevue d'une demi-heure survient alors que la rumeur d'un report de l'élection présidentielle prévue dans moins de 4 mois se fait insistante. François Bozizé a déjà annoncé sa candidature à ce scrutin du 27 décembre, tandis que Michel Diotodia ne s'est pas encore prononcé. L'actuel président Faustin Archange Touadéra devrait annoncer prochainement qu'il prigue un second mandat, selon les observateurs qui considèrent que François Bozizé serait alors son plus sérieux challenger. Il s'agissait ce vendredi de l'une des très rares rencontres entre les deux ex-ennemis, plus de 7 ans après que la coalition de milices à majorité musulmane Seleka, dirigée notamment par Michel Diotodia, a chassé François Bozizé du pouvoir. Au Mali, les assises sur la transition se sont poursuivies ce vendredi à Bamako. Le sujet abattu porte sur la charte de la transition. Les participants sont divisés quant au statut que devra avoir le président de la transition. Les précisions de Sori Ibrahima Maïga. Pour cette seconde journée des travaux de la concertation nationale sur la transition, il a été question de la charte, notamment les critères de désignation du président devant conduire la transition. Du groupe 1 au groupe 5 de discussion, les avis divergent. Ousmane Traoré, membre de la jeunesse du M5, fait ses propositions. Nous, on voulait que la transition sera dirigée par un civil, n'importe quel civil, un responsable, un homme compétent, digne et responsable, qui peut diriger ce pays-là. Un premier vice-président nommé par Sénat CRP, un militaire, pour qu'ils soient ensemble, pour échapper sur les sanctions de la communauté internationale. C'est notre position, là on va les défendre. Par rapport à l'âge là, nous on n'a pas de l'âge. On veut un âge minimum 30 ans. Par contre, Alassane Tangara du mouvement du 4 septembre, MP4, réclame un militaire à la tête de la transition. Nous voulons que la transition soit conduite par le CNSP. Parce que le CNSP pour nous est un acteur neutre. Les autres acteurs, société civile, partis politiques, doivent se préparer pour les élections. Maintenant, pour permettre la création de conditions favorables pour des élections crédibles, transparentes, il faut un acteur neutre. Bien sûr que dans le gouvernement, on aura besoin de technocrates qui n'ont jamais été impliqués dans la gestion passée et qui vont conduire la transition. Dans le projet de charte proposé et objet de discussion du jour, il est prévu un poste de vice-président. Amina Soumaré, de la société civile, a souhaité sa suppression. Au niveau des projets de charte, au lieu d'avoir un vice-président, un président, vu la situation économique du pays, nous on a proposé qu'on supprime le poste du vice-président, qu'on ait un seul président de transition et ensuite qu'on a un organe du Conseil national de transition qui sera composé de 120 organisations, les partis politiques, la société civile, les mouvements signataires, même les mouvements des M5. Débuté depuis ce jeudi 10 septembre, les discussions sur la transition prendront fin ce samedi avec des conclusions qui annonceront la mise en place de la transition. Sori Ibrahim Mega, Bamako, Sud FM. En sport, la reprise des compétitions nationales et le choix porté sur le Sénégal pour organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer a été évoqué par Maître Augustin Senghor lors de la cérémonie officielle de remise de matériel et d'équipements sport aux 14 ligues régionales de Kédougou. Ces propos sont recueillis par Boubacar Tamba. C'est quelque part justice qui est rendue à nos acteurs du beach soccer qui nous ont vraiment honorés un peu partout en Afrique et dans le monde. On sait que nous sommes détenteurs du plus grand nombre de titres en Afrique. On parle toujours des 5 depuis que l'avènement de la CAN, mais auparavant avec le championnat de beach soccer qui était organisé par les privés, on avait gagné 3 fois. Donc ça veut dire que nous régnons en Afrique et surtout nous sommes parmi les 10 premières équipes de beach soccer dans le monde. Et après avoir lancé le championnat à la Sénégal, il était important de gommer cette incongruité qui fait que le Sénégal n'avait jamais organisé. Et je dois dire aussi que quelque part, il faut en remercier le président de la CAP et son comité exécutif, mais aussi l'État du Sénégal qui a accepté de garantir, de faire la lettre d'engagement pour que nous puissions organiser cela. Et ce sera certainement, si tout se passe bien, à Saly. Donc, et ce sera aussi une occasion pour nous de relancer la promotion touristique du pays en montrant nos belles plages et en faisant un événement vraiment de vente de la destination Sénégal. Quand même, la prochaine reprise des compétitions est une bouffée d'oxygène pour l'ensemble des fédérations, mais aussi pour l'ensemble des acteurs passionnés de football. Je pense qu'avec le Covid et cette année 2020, nous a sevré de football, autant au niveau local qu'au niveau des équipes nationales. Et la perspective de reprendre dans bientôt un mois
ne peut que nous rendre heureux. Et partant de là, bien entendu, nous n'oublions pas que même si nous voulons reprendre et que nous allons reprendre, le Covid, la pandémie est encore là. Et forcément, cela passera par mettre en place des dispositions nécessaires pour que aucun risque ne soit pris au niveau de la chaîne de contamination, que les tests soient faits sur tous les acteurs et particulièrement sur les joueurs, les encadreurs, mais aussi qu'on veille à ce que ces matchs-là, en tout cas dans un premier temps, jusqu'en fin 2020, se jouent certainement à huis clos et qu'on n'hésite pas à procéder chaque fois que de besoin aux tests et surtout à créer des bulles d'isolement, aussi bien dans les lieux de regroupement, les lieux d'entraînement que les lieux de compétition des équipes. Le contradictoire. Le contradictoire, les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Le contradictoire de ce vendredi nous plonge dans les affres des inondations entre drames au quotidien et solutions efficientes. Notre premier invité vit dans une zone totalement inondée dans la banlieue. El Hadj Daouda Mbaye est le délégué de quartier de l'unité 3 des Parcelles Assainies de Keur Massar. Il revient sur le drame et les solutions envisagées avec Issegnan. El Hadj Daouda Mbaye, bonjour. Bonjour Sud FM. Vous êtes le délégué de quartier de l'unité 3 des Parcelles Assainies de Keur Massar, Rufisque 1. Aujourd'hui, quelle est la situation concernant les inondations dans votre zone? Bon, la situation, il faut la décortiquer de plusieurs manières. Il y a une manière qui est psychologique et l'autre technique. Parler de la situation psychologique, il faut noter que la situation des habitants est très très basse parce que ils sont étonnés de voir depuis le 15 le niveau d'eau qui ne cesse de monter. Néanmoins, n'eût été la visite du gouverneur qui est venu dans l'unité 3 pour non seulement donner les mots de soulagement du ministre de l'Intérieur et aussi nous proposer le fait de devoir évacuer tous les habitants qui sont restés dans l'unité. Parce que j'avais dit depuis le début que seul le 1/4 des habitants est resté dans le quartier. Ce sont des habitants qui ont bénéficié d'une habitation à plusieurs niveaux. Donc l'eau a occupé les rez-de-chaussée. Eux, ils ont obligés de s'installer au premier étage, voire deuxième étage. Les autorités nous ont fait savoir que les habitants qui sont restés sont dans l'insécurité et leur devoir, c'est de les évacuer. Bon, parce qu'il y a des problèmes liés à l'eau, il y a des problèmes liés à l'électricité et même ils ont reçu quelques informations comme quoi il y a des serpents détectés dans certains coins. Lorsque j'avais demandé l'avis des habitants pour une évacuation éventuelle, ils se sont tous dit qu'ils veulent rester. Maintenant, le devoir de l'État, c'est de renforcer le dispositif. Dites-nous, qu'est-ce qui explique que la situation soit aussi dramatique aux Parcelles Assainies Unité 3? Bon, ça, c'est une situation qui est prévisible. On avait sonné l'alerte depuis plusieurs années, depuis 2012, parce que nous sommes dans des parcelles assainies. C'est l'État qui nous a vendu. On n'a pas acheté des terrains, des parcelles spontanées. Non, nous avons acheté au niveau de la SNHLM. C'est une société nationale. Donc c'est l'État qui est entièrement responsable. On nous a dit des parcelles assainies, mais assainies vient pour qualifier le nom des parcelles, mais on a trouvé des parcelles non assainies. Et bien que la situation géographique de l'unité 3 donnait des informations comme quoi, des alertes comme quoi, c'est un site inondable si des mesures à savoir l'assainissement ne sont pas prises. Parce que il faut comprendre que si on fait l'étude des reliefs, actuellement Diamniadio est à 30 mètres de hauteur, le plan Jaxaay qui n'est pas loin de chez nous est à 17 mètres de hauteur et nous sommes à 3 mètres. Mais nous sommes dans des bas-fonds. Il faut qu'il y ait un exutoire, sinon l'eau va rester dans une cuvette et cette cuvette va inonder plus de 20 quartiers. Parce que ne pensez pas qu'il n'y a que l'unité 3 qui est inondée, mais il y a l'unité 6, il y a Serigne Mansour Sy, il y a Mame Dabakh Malick, il y a Keur Madiabel, etc., etc. Je pouvais vous citer plus d'une vingtaine de quartiers qui sont dans le même niveau que l'unité 3, mais le nerf de la bataille, c'est l'unité 3, parce que l'unité 3 est juste au niveau de l'ouvrage
hydraulique qu'on appelle OH3, qui est le seul point, le seul exutoire qui peut évacuer les eaux inondables vers la mer de Mbao. Et aujourd'hui, dans l'urgence, quelles sont les solutions que vous préconisez? Qu'est-ce qu'il faut pour vous permettre de rester dans la zone? On parle de solutions urgentes, mais moi, je parle après cette solution urgente de trouver une solution structurelle. Et la solution structurelle, c'est le projet de la Banque mondiale qu'on appelle le programme de gestion des eaux pluviales dont on nous parle depuis des années, un projet qui a été ficelé et qui devra être financé par la Banque mondiale et jusqu'ici qui n'a pas été fait. Mais solution ponctuelle, c'est le pompage. Et ce dispositif, on reconnaît que le sous-préfet des Niayes fait tout son possible, il faut le dire, avec les sapeurs-pompiers pour qu'on puisse faire décanter cette situation. Ils ont mis en œuvre une pompe de 800 mètres cubes heure qu'ils ont installée dans l'unité 3. Donc les sapeurs ont acheminé les tuyaux de l'unité 3 vers les nouvelles conduites que l'ONAS vient d'achever. Et ce sont ces conduites-là, le retard des travaux, le retard de décision, le problème de coordination qui a fait que l'unité 3, qui avait quelques moyens, quelques matériels pour faire le pompage, n'a pas pu pomper. Et toutes les eaux des autres unités ruisselé dès que Camille Basse, l'ouvrage OH3 situé entre unité 3 et Camille Basse déborde, comme la route est inclinée vers l'unité 3, toutes les eaux ruissellent pour inonder davantage l'unité 3. Mais je pense que avec les équipements là qui sont en train de venir, je pense que si on les renforce, on donne le maximum de moyens, de logistique au niveau de l'unité 3, plusieurs quartiers sentiront le niveau de l'eau baisser de manière graduelle. Elhadji Daouda Mbaye, je vous remercie. Merci. Des solutions à long terme, redimensionner le système de drainage, améliorer le système d'assainissement et libérer la ligne de descente des eaux occupées par l'urbanisation sauvage. Colonel Mamadou Hadj, expert en situation d'urgence, nous dit comment vivre avec l'eau, la pluie étant une bénédiction. Il est interrogé par Isseignan. Colonel Mamadou Hadj, bonjour. Oui, madame. Vous êtes expert en situation d'urgence. On note des inondations un peu partout dans ce pays et les pompages sont en cours. Est-ce que ces opérations constituent la seule solution d'urgence? D'abord, il vous faudra apporter mon appui à tous ceux qui nagent dans l'eau. Vous avez mis deux mots qui vont pas ensemble, pompage et solution. Le pompage n'est jamais une solution. C'est un appoint. C'est un plan de contingence. Pomper n'est pas une solution parce que vous pompez, demain, s'il pleut encore, vous aurez encore l'eau. Donc, c'est pas une solution. La solution concernant les inondations, elle est connue dans le plan décennal de gestion des inondations. Ça a été décliné. C'est ça la solution. Bien sûr, le pompage maintenant, c'est une situation d'urgence dans laquelle on essaie de soulager les populations pour un temps. Je disais à M. Djiboka que c'était une fenêtre d'opportunité qui doit permettre aux autorités de trouver la solution. Parce que le pompage n'est pas une solution. Voilà un peu ce que je pouvais répondre sur ça. On évoque des pluies exceptionnelles qui ont entraîné une situation tout aussi exceptionnelle, voire dramatique concernant les inondations. Pourquoi cette situation après autant de projets, de programmes? Je voulais donc d'abord poser quelques principes, parce que moi je suis instructeur gestion d'urgence, dans les inondations, etc. Je pense qu'il ne faut pas mettre les choses sur la pluie. La pluie est une bénédiction. Il y a une différence entre pluie et inondation. La pluie, c'est une bénédiction. On doit remercier Dieu de nous avoir donné cette pluie-là, de nous avoir donné cette quantité d'eau. On ne doit pas se plaindre de ce que Dieu nous donne. Mais l'inondation, c'est la rencontre entre un aléa ou bien une menace qui s'appelle la pluie et une vulnérabilité. Cette vulnérabilité, c'est bien sûr le système de drainage. Donc, vous pouvez avoir 600 mm de pluie. Si vous avez de bons systèmes de drainage, vous n'avez pas d'inondation. Donc, l'inondation, c'est un risque. Alors que la pluie, c'est un aléa. Mais il ne faut pas lier forcément l'inondation à la pluie. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle les vulnérabilités. Et les vulnérabilités dépendent que de nous. Et c'est avec un plan qu'on gère l'inondation. Mais le plan n'est pas fait pour la pluie. Le plan est fait pour le risque qu'on appelle l'inondation, qui est la conséquence du faible dimensionnement de nos structures de drainage et aussi d'assainissement. Voilà un peu les éléments qui nous amènent vers l'inondation. Mais ce n'est pas la pluie.
elle-même. Aujourd'hui, quelle solution efficace pour justement pouvoir faire face à ces aléas? Je crois que moi, j'étais dans le groupe de 2000 à 2005 qui gérait les inondations au niveau du ministère de l'Intérieur. J'ai représenté les forces armées dans la cellule de crise. Les autorités d'alors avaient mis en place un plan de contingence qui était financé à 2 milliards par an. Mais les autorités d'aujourd'hui ont fait mieux. Ils ont mis en place un plan. Ce n'est plus de la contingence qu'ils ont mis en place. Non, ils ont mis en place un plan et même un programme. Et je crois que ça, il faut saluer cette démarche. Comme avec le PSE, il y a une démarche de mise en place d'un plan et d'un programme qui permet tout simplement de gérer les inondations comme le préconise le cadre d'action de Yogo et le cadre d'action de Sendai. Yogo nous dit de faire de l'anticipation et de la prévention. Et ce plan est une prévention, est une anticipation. Et ça, à ce cas, il faut féliciter les autorités pour y avoir pensé. Mais nous, les militaires, on dit un plan ne vaut rien. Excusez-moi de l'expression. Le plan ne vaut rien. C'est la mise en œuvre qui vaut quelque chose. Alors quand j'entends à la télé, on dit à 28% ou 30% d'exécution sur 8 ans, je pense que là, il y a un problème de mise en œuvre. Je crois que le problème, c'est pas le programme. Le programme est bien fait, bien ficelé, et c'est la mise en œuvre. Alors, dans la mise en œuvre, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. Il faut redimensionner le système de drainage. Il faut, parce que la nappe phréatique, elle affleure. Donc, nous, on avait trouvé une solution avant, c'était d'ouvrir les forages de Thiaroye, etc., pour faire un rabattement de nappe. Ça aussi, c'était une solution. On avait aussi lancé l'idée de ce qu'on appelle vivre avec l'eau. On avait aussi pensé qu'on pouvait construire des infrastructures qui permettaient de transférer l'eau des zones inondées aux zones déficitaires. Ça, c'était un des trucs phares de vivre avec l'eau. Donc voilà un peu ce que j'ai. Et surtout, libérer la ligne de descente des eaux. Parce que c'est ça qui a été occupé par l'urbanisation sauvage. Si on ne libère pas cette ligne de descente des eaux, on ne pourra jamais régler le problème de l'inondation. Donc, il faut l'assainissement. Il faut que nos autorités, quand elles donnent des autorisations de construire, voient un peu, est-ce que c'est pas des zones non aedificantes? Parce que je vous rappelle qu'on a fait 30 ans de sécheresse. En 2005, nous avons connecté le lac Wi et le lac Wuruwai. Parce que ces lacs se sont réveillés avec le retour des pluies. Le retour des pluies, c'est une bénédiction. Et les lacs se sont retrouvés, donc les 30 ans, on a construit sur des zones qui étaient des lacs. Mais ceux qui ont donné les autorisations, c'est eux les responsables. C'est pas les gens qui sont partis construire là-bas. Donc, on a donné des autorisations sur des zones non édificantes qu'on connaît. Il y a une cartographie de toutes ces zones-là. Donc, je crois qu'il faut qu'on revienne à l'orthodoxe. Revenir à l'orthodoxe, c'est d'abord libérer la ligne de descente des eaux. Ensuite, dimensionner les systèmes de drainage. Ensuite, voir le système d'assainissement, qui est d'abord vieux, suranné. Il faut l'orienter vers là-bas et en même temps mettre en place maintenant un plan de contingence. Parce que ça, c'est le plan décennal là, c'est pas un plan de contingence pour moi. C'est un plan de développement parce qu'il est sur 10 ans. Mettre en place un plan de contingence. Le plan de contingence dédié. Il y a un plan de contingence, mais il n'est pas dédié. C'est le plan Orsec. Mais le plan Orsec n'est pas dédié. C'est-à-dire, il n'est pas mis en place, confié à une autorité crédible, avec des moyens crédibles, avec un dispositif de mise en œuvre qui permet de le mettre en œuvre le temps voulu et pendant une période assez longue. Donc, quand on sort des inondations, il faudra continuer à travailler. Il ne faut pas attendre le prochain hivernage. Voilà un peu donc moi ce que je pense, ce qui se passe. Mais féliciter les autorités d'abord pour le plan, c'est-à-dire l'anticipation, mais fustiger aussi la mise en œuvre qui n'est pas conforme à ce qu'on attend d'un plan de 10 ans. Colonel Mamadou Hadj, je vous remercie. Merci, madame. Votre journal de la santé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les comités de développement sanitaire du district sanitaire de Kaolack ont lancé une campagne de communication et de remise de masques dans le cadre de la riposte Covid-19. C'est en vue de stopper la propagation du virus au vu des nombreux cas notés ces derniers temps dans la région. Abdou Azissi, secrétaire du CDS du district sanitaire de Kaolack. Comme nous l'avons toujours fait, aujourd'hui aussi, le CDS du district sanitaire de Kaolack, les comités de développement sanitaire, se sont engagés aux côtés des autorités administratives et sanitaires pour organiser une campagne de communication, de sensibilisation et de remise de masques pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Donc, les raisons qui nous ont poussés, nous n'avons jamais baissé les bras. On a toujours informé, on a toujours sensibilisé, on a toujours lutté contre la propagation. Mais ces temps-ci, nous avons constaté que le nombre de cas augmente au niveau de la commune de Kaolack. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 cas. Le nombre de décès aussi augmente. Donc nous nous sommes dit qu'il faut nous lever, aller vers la sensibilisation et la remise de masques pour la population. Vraiment,
Actuellement, la situation est un peu catastrophique au niveau de la commune de Kaolack, au niveau de la région de Kaolack. C'est pourquoi nous nous sommes levés aujourd'hui pour faire cette caravane, pour sensibiliser encore davantage, n'est-ce pas, la population de Kaolack. Le préfet du département qui a présidé le lancement officiel de cette campagne salue la dynamique de solidarité des CDS qui ont pu mobiliser par leurs propres ressources 500 masques. Cheikh Ahmed Tidiane Thiaw. Une très belle initiative donc à l'actif des comités de développement sanitaire en sigle CDS qui ont en perspective la concrétisation de leur mise en réseau. Nous sommes en train d'étudier avec le médecin-chef de district la procédure administrative pour que finalement le tout soit calé aux dispositions qui sont aujourd'hui en vigueur. Mais entre-temps, ils ont pensé organiser une caravane d'information, de sensibilisation, de communication autour des gestes barrières, en mettant en exergue un volet capital, le port de masque. Donc sensibiliser la population sur l'importance du port de masque, communiquer sur les inconvénients de ne pas respecter ce geste barrière, mais appuyer le discours de sensibilisation d'une remise effective de masques aux populations qui en ont besoin. Je dois dire que c'est sur la base d'une dynamique de solidarité, en travaillant en synergie, en mettant en commun leurs moyens forts qu'ils ont pu acquérir d'eux-mêmes 500 masques, complétés à 1000 par le médecin et chef de district. C'est un premier pas, il y aura d'autres étapes parce que c'est une action tellement pertinente que nous comptons la pérenniser. Ces propos ont été recueillis par Mamadou Camara. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, il est 22h passé de 38 minutes et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. À Sédhiou, chute mortelle d'un bébé de 15 mois dans le bras du fleuve qui relie Tanaf à Bagnères. Il est tombé du haut du pont qui surplombe le cours d'eau vers les coups de 14h et il était avec sa grande sœur. La coalition Inde Defarat Chambre de commerce et le collectif des élus réclament un audit interne de l'établissement avant la mise en œuvre des réformes annoncées par le chef de l'État. Ils exigent la tenue d'élections avant décembre face à la gestion de l'actuel président. À Saint-Louis, les étudiants de l'UGB ont suspendu ce vendredi leur mot d'ordre de grève, mais poursuivent la bataille autrement. Ils rejettent toujours le plan de reprise graduelle des enseignements proposé par les autorités. Ils annoncent avoir entamé ce vendredi une marche pacifique de Saint-Louis à Dakar, plus précisément au siège du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les étudiants n'excluent pas une grève de la faim. En Centrafrique, les ex-présidents ennemis Bozizé et Djotodia se sont rencontrés ce vendredi. Une entrevue d'une demi-heure qui survient alors que la rumeur d'un report de l'élection présidentielle prévue dans moins de 4 mois se fait insistante. Le contradictoire et Info Santé ont complété cette édition mise en onde par Hassan Tchoun. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre émission Almin Bar en compagnie de Oustaz Alioune Baye et Imam Sek.